Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Laurent. Écoute, merci de ta participation à ce podcast et même à cette chaîne Banous dorénavant. Avec toi, on va voir comment lancer une marque en fait dans le domaine du luxe. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Camille et donc j'ai cofondé Champagne EPC avec Édouard et Jérôme. Voilà, on a des profils tous les trois très complémentaires. Et Édouard, lui, il est fils et petit-fils de vignerons champenois. Jérôme, lui, il a 48 ans, il a 25 ans d'expérience dans le champagne, notamment dans des grandes maisons comme Nicolas Feuillat ou Jacquard. Et moi, pour le coup, je venais pas du tout du monde du champagne, je venais de la grande consommation. J'étais chez Procter & Gamble et donc voilà, on est un trio très complémentaire et donc on a lancé Champagne EPC en juin 2019, donc il y a un peu plus de 3 ans. Alors justement, lancer une marque de champagne, ça peut paraître un pari un peu fou, sachant que c'est un secteur dominé par les grandes maisons. Comment toi, tu positionnes par rapport à ça ? C'est une très bonne question. C'est vrai que ça peut paraître fou, finalement, de lancer une nouvelle marque de champagne dans un secteur aussi avec des géants, avec des marques qui existent depuis des siècles. C'était le pari qu'on a fait. Je pense que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'on ne nous connaît pas. On est face à des marques qui ont dit des dizaines, pour pas dire des centaines d'années pour établir leur notoriété. Donc, on se bat pas à armes égales, on va dire, sur ce point-là. Mais c'est aussi un avantage parce qu'on n'a pas d'héritage, entre guillemets, à entretenir. On n'a pas de passif non plus. Et donc, en fait, on part un peu d'une feuille blanche pour créer une marque de zéro. Et donc, on peut se permettre peut-être plus de liberté qu'un autre acteur. Ok. Alors, le podcast Banous, c'est un podcast qui parle de marketing digital. Mais avant de parler justement de marketing, est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond l'acronyme EPC en fait ? EPC, ça veut dire épicurien. Pour la petite histoire, en fait, on a fondé la marque sur 3 piliers qui nous différencient des autres. Le premier, en fait, c'est notre partenariat avec les vignerons. Ça, c'est du fait de l'histoire d'Édouard, qui est lui-même fils et petit-fils de vignerons champenois. En fait, avec nous, ce sont les vignerons qui élaborent de A à Z le champagne, alors qu'avec les grandes marques, souvent, c'est du négoce, donc ils vendent leurs raisins ou leurs vins de clair aux grandes maisons qui, donc, derrière, vont faire le champagne. Donc, nous, ça permet de vraiment de les rémunérer de façon juste et puis de valoriser leur savoir-faire, puisqu'ils élaborent le champagne de A à Z. Et le deuxième pilier de différenciation, c'est la traçabilité. On a une marque avec des produits qui sont totalement traçables. Sur chacune de nos cuvées, on en a une ici, mais à chaque fois, on indique la carte d'identité du champagne, donc le lieu d'élaboration, le terroir avec qui on a collaboré, le taux de sucre, et on va minimiser aussi tout ce qui est additif. Il faut vraiment laisser toute la place au vin. Et le troisième pilier, c'est d'avoir une marque qui se distingue un peu des autres et qui a voulu aussi apporter, on va dire, un vent de liberté sur le champagne. Ok, très clair. Alors, par exemple, je veux lancer, on va prendre ton expérience, je veux lancer une marque dans le domaine du luxe. Par où commencer si j'ai peu de moyens ? Comment toi, tu as posé le cadre de ta stratégie ? Alors, pour moi, pour nous d'ailleurs chez EPC, ce qu'on se dit toujours, c'est notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte. Donc pour moi, la première étape, c'est de faire des études et c'est ce qu'on a fait nous quand on a commencé à travailler sur le projet, bien avant qu'on crée la marque. On a commencé par des études quantitatives et qualitatives qu'on a fait avec nos moyens parce qu'à l'époque, on avait des moyens très limités. Donc on a fait 2 choses, c'est que pour les études quantitatives, on a fait un questionnaire en ligne qu'on a fait circuler à nos amis d'amis, etc. Ça nous a permis de récolter à l'époque 250 réponses, même plus que ça. Donc, ça commençait à être un échantillon assez représentatif. Et ensuite, on a fait un questionnaire qualitatif. Et ça, pour ça, tout simplement,
On a recruté des gens en fait en allant les chercher sur les réseaux sociaux par exemple et on leur a dit bah voilà, on organise une table ronde pour discuter champagne et vous repartirez avec une bouteille de champagne à la fin. Donc tout ça voilà pour gratuitement. En fait, ça nous a vraiment permis d'avoir les premières clés d'apprentissage sur le secteur du champagne et de comprendre comment est-ce qu'on pouvait se différencier. Donc la première étape, c'est ne pas se cacher derrière son petit doigt, affronter en fait le regard des futurs clients. Tout à fait. Une fois que tu as donc tout cet apprentissage, ça a été quoi ta première action ? En fait, la première action, une fois que j'avais tout cet apprentissage, ça a été de faire un brief de création de marque en indiquant quelle était ma cible. Parce que ça m'a permis de choisir ma cible, parce qu'en fait, la cible, elle est vaste. Donc, nous, on a fait le choix de se concentrer sur les millennials, donc les 25-35 ans. Donc, quelle était ma cible ? Quelles étaient les barrières à la consommation de champagne pour cette cible ? Quelles étaient, qu'est-ce que cette cible aimait ? Quelles étaient les tendances de consommation, etc. Donc, vraiment, avoir quelque chose de très précis qui m'a permis de faire un brief et qui, derrière, en fait, on a travaillé avec une petite agence pour trouver la première étape, c'était le nom de la marque. Donc voilà, et donc on a eu plein de propositions de noms. Et la deuxième étape, ça a été de tester le nom. Donc là, pour la petite histoire, on avait 50 propositions de noms. On en a shortlisté 5. Et en fait, on a fait un test, pareil, avec des amis d'amis, où en fait, on leur montrait les 5 noms. On leur disait, qu'est-ce que tu préfères ? Ils nous répondaient. Et 2 heures plus tard, on les recontactait en disant, parmi les 5 noms que je t'ai présentés il y a 2 heures, tu te souviens de quel nom ? Et en fait, c'est comme ça que très vite, on a choisi EPC. Parce que EPC, c'était pas forcément le nom qui plaisait le plus à tout le monde. Il était assez polarisant. Il y en a qui adoraient, d'autres qui détestaient. Mais très souvent, les gens s'en souvenaient 2 heures plus tard. D'accord. Donc, création de recueil de besoins, création de marque. Et ensuite, comment a cheminé ta réflexion ? Après, du coup, après la marque, après le nom, ça a été effectivement le design de la bouteille. Très important. Après, donc ça c'était la deuxième étape, très importante, parce qu'en champagne, en fait, un des paramètres du choix, c'est pas uniquement le vin, c'est effectivement l'habillage de la bouteille. D'ailleurs, en parlant du vin, petite parenthèse, mais en fait, le vin, c'était aussi la base du projet. Là, parce que nos questions portaient sur le marketing, j'en ai pas parlé, mais la base, effectivement, pour moi, quand on lance un produit, une marque, c'est d'avoir un bon produit. Parce qu'on peut lancer le meilleur marketing du monde, si le produit à la base n'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc, d'un point de vue marketing, ça a été le nom, le design de la bouteille, et après, le site internet et le compte Instagram. Parmi toutes tes actions, comment tu as analysé en fait chaque action ? Quelles ont été les métriques que tu as le plus surveillées ? Oui, alors il y en a effectivement plusieurs. Il y a évidemment tout ce qui est chiffre d'affaires et marge. Ça, c'est la base, évidemment. Après, nous, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est le taux de réachat et le taux de satisfaction client. Parce que je pense que quand on lance une marque, c'est la fidélisation qui est aussi très importante. Parce que, en fait, ça permet d'évaluer en fait, à quel point notre produit a plu. Donc voilà, aujourd'hui on est très fiers parce qu'on a plus de 90% de taux de satisfaction et on a un excellent taux de réachat. Donc taux de réachat, taux de satisfaction pour vraiment mesurer la fidélisation. Et aussi, on regarde toujours le split entre le chiffre d'affaires issu de nos nouveaux clients versus les historiques, pour voir aussi si on arrive à continuer à recruter de nouveaux clients. Donc voilà un peu les métriques qu'on regarde d'un point de vue chiffre d'affaires. Et après, tu as aussi des métriques, tu vois, d'un point de vue digital, où évidemment, on va suivre notre taux d'engagement sur Instagram, notre nombre de followers, etc. Toi, au jour le jour, quel outil marketing tu utilises le plus ? Je pense que c'est notre CRM. En fait, très, très, très tôt, on a fait le choix d'avoir un CRM. 2 mois après le lancement de la marque, donc très tôt, on a fait le choix de faire cet investissement-là et c'est capital pour nous au quotidien. Parce qu'en fait, avec notre CRM, ça nous permet, en fait, on a développé vraiment, on a poussé, on va dire, le CRM à son maximum de potentiel, on va dire, et ça nous permet d'avoir une excellente connaissance de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie vraiment des concurrents. On sait vraiment qui sont nos clients, quels sont leurs... en fait, on a plein de métriques sur nos clients qu'on analyse. Donc, quel est le segment, par exemple, si c'est une entreprise, si c'est un bar-restaurant, quel est le segment d'entreprise ? Est-ce que c'est BTP, tech, consultant, etc. Quel est le poste du client ? Est-ce que c'est, par exemple, un directeur marketing qui va nous acheter pour son entreprise ? Est-ce que c'est... on a les postes, le segment, on a
On a aussi son persona, en fait. On a identifié des personas de type de clients qu'on analyse. Et donc, vraiment, le CRM, aujourd'hui, c'est notre outil, je pense, phare pour à la fois, en fait, être très agile parce que ça nous permet aussi d'optimiser et d'automatiser plein d'actions et en même temps, d'avoir une connaissance de nos clients qui est vraiment très forte. Alors, pour revenir un petit peu plus sur la marque et votre positionnement sur ce marché, je pense que le côté impertinent, il est fun parce que ça parle plus aux jeunes, etc. Si j'étais presque mauvaise langue, je te dirais c'est ultra facile. Mais justement, la difficulté, c'est d'oser cette impertinence, si je puis dire, avec ce côté marché quand même très tradit, qui a une forte histoire. Comment, toi, tu navigues dans ces eaux troubles ? C'est une très bonne question parce que je pense que ça a été un de nos plus gros challenges au lancement de PC. En fait, au début, on voulait vraiment casser la baraque. C'est-à-dire aller très très loin dans le côté disruptif de la marque. Et en fait, toujours pour reparler des tests, moi, ce que je faisais, c'est quand on avait des pistes de design de bouteilles, je faisais des tests consommateurs sur les quais du métro, où en fait j'allais montrer mes différentes alternatives de design à des gens qui attendaient le métro et je leur dis voilà, entre celui-là, celui-là et celui-là, qu'est-ce que vous préférez ? Et en fait on s'est vite rendu compte que si on allait trop loin, en fait on risquait de casser entre guillemets le fil et d'être pris pour quelque chose comme du Prosecco par exemple, ou enfin j'ai rien contre le Prosecco, mais en tout cas pour quelque chose qui était moins qualitatif que le champagne et moins vu comme un produit de luxe. Donc il fallait quand même qu'on arrive à rester dans l'univers et d'une certaine façon dans ce que les gens attendent d'un champagne, tout en se différenciant. Donc on a fait beaucoup de tests pour voir jusqu'à quel point on pouvait mettre le curseur. Aujourd'hui, à la base, on avait un design qui était extrêmement polarisant quand même. On avait fait ce choix-là d'avoir un design en fait qui suscitait une réaction. Quand il y avait des gens qui détestaient la marque, d'autres qui l'adoraient, mais on voulait vraiment susciter une réaction. Et aujourd'hui, on arrive à un tournant, donc avec notamment les designs qu'on voit à l'écran. Mais l'idée, c'est la difficulté du champagne, c'est effectivement, comme tu dis très bien, c'est d'arriver à savoir où on met le curseur. Et ça, nous, on le fait toujours avec des études, que ce soit sur les quais du métro ou en interrogeant, notamment avec les réseaux sociaux, nos consommateurs ou nos non-consommateurs. Et c'est vraiment super intéressant parce que le mot qui revient le plus souvent dans notre échange, c'est les études. Et finalement, il ne faut pas partir tête baissée sans avoir analysé en fait les choses. Et j'aime bien cette approche de on réfléchit, on analyse et après on fait une action qui, je pense que ça coule de source de dire ça, mais je pense que beaucoup l'oublient. Et juste pour rebondir, tu parlais de débrouillardise aussi. On a souvent l'impression que les études, c'est quelque chose où il faut passer par un institut de sondage, Ipsos ou autre. Pas du tout. Moi, comme j'ai expliqué, nous, on faisait des études sur les quais du métro, sur Facebook, par téléphone. Et aussi, il faut aussi pas oublier que quand on commence à avoir ses premiers clients, c'est une mine d'or. Et au début, en fait, tous les gens qui commandaient sur notre site internet, on les appelait suite à leur commande et on continue à le faire très régulièrement. On les appelle pour leur demander comment ils nous ont connus, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur expérience sur le site, qu'est-ce qu'ils ont pensé du champagne PC à la dégustation, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour vraiment, en fait, tout de suite, tu as des infos très importantes sans avoir à dépenser d'argent. Super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous partager des ressources ? Est-ce que tu as des bouquins qui t'ont marqué, des sites web, des podcasts, des chaînes YouTube ? Est-ce que tu peux nous partager des ressources, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors moi, je suis pas très bouquin. J'aime beaucoup regarder par contre quand il y a une marque qui m'inspire, je vais aller sur son compte Instagram. Je vais lire aussi, j'aime beaucoup lire des articles qu'on trouve sur le web ou autre sur l'histoire de la marque, quelle est sa stratégie, etc. Donc je vais être vraiment recherche sur articles sur le net et compte Instagram et site internet pour vraiment comprendre à chaque fois en fait leur positionnement et comment ils l'expriment à leur façon. Écoute Camille, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était super clair. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur Champagne PC, PC-champagne sur Instagram. Eh bien écoute, on va s'abonner à ta chaîne et j'invite tout le monde à s'abonner à ta chaîne, à ton compte plutôt Insta. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com,
Banouz, BANOUZE.com. À bientôt.